Bienvenue à tous sur Public Sénat. On refait la séance, le débriefing des questions d'actualité de jeudi 30 octobre. Et pas mal d'annonces faites lors de ces questions d'actualité. On va parler de tout ça avec Roger Carucci. Bonjour. Bonjour. Sénateur UMP des Hauts-de-Seine. Il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup aussi de choses qui ont été dites. On va parler évidemment de cette réforme territoriale. Peut-être d'un mot quand même sur Bernard Cazeneuve qui a fait preuve d'une certaine émotion quand même dans l'hémicycle. C'était prégnant. Oui. Et je l'ai dit d'ailleurs avant ma question à M. Sapin, un ministre de l'Intérieur, c'est pas un punching ball. Et il a exprimé à la fois sa solidarité, sa compassion pour la famille de la victime, mais aussi le fait que dans une période où les forces de gendarmerie, de police sont remises en cause constamment, subissent des violences constantes et régulières, il a un rôle à part. Et c'est vrai que la manière dont certains parlent de lui depuis 24 heures ou 48 heures est une manière inadmissible. Et nous avons clairement dit dans l'hémicycle que nous trouvions et sa réponse et son attitude très dignes sur cette affaire. Vous pensez notamment à cette aile gauche, peut-être, qui va de Jean-Luc Mélenchon jusqu'au Vert? Oui, qui disent à la fois qu'il faut qu'il démissionne, qui envisagent quasiment de le traiter comme un quasi-délinquant. Bon, voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête un peu. C'est bien quand même quand il y a un peu de consensus entre la droite et la gauche, notamment pour une affaire, évidemment, Simon, bien sûr, c'est une affaire très importante. Et alors, quand il s'agit de l'autorité de l'État, il n'y a pas d'élément où on se dit, moi je suis socialiste, moi je suis UMP. L'autorité de l'État, ça ne se partage pas. Le respect par les citoyens de l'autorité de l'État, c'est le simple fait que chacun ait droit à la sécurité. Les plus modestes comme les plus riches. Et si on veut que la sécurité soit garantie, il faut un ministre de l'Intérieur respecté. Voilà, et le ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un auquel on ne touche pas. C'est bien ça si on comprend votre propos. C'est pas qu'on n'y touche pas. S'il commet des fautes, bien sûr qu'il doit en répondre. Mais lorsqu'il y a un problème de ce genre, on a diligenté une enquête, on attend la fin de l'enquête, on ne lui jette pas des pierres, parce que jeter des pierres, c'est pas sur lui en fait qu'on jette des pierres, c'est sur la gendarmerie, c'est sur la police, c'est sur l'ensemble des forces de sécurité. Vous croyez sincèrement que dans ce pays, elles ont besoin de ça et qu'elles n'ont pas plutôt besoin du soutien de la population et des citoyens pour que l'ordre républicain soit assuré partout? Enfin, un gendarme qui n'est pas sanctionné à l'heure actuelle, pour l'instant, parce que l'enquête, on ne la connaît pas. C'est plutôt normal que le directeur de la gendarmerie le dise maintenant? Que le directeur de la gendarmerie dise, dans l'état de ce que je sais pas tout ce qu'il sait, l'enquête, on la connaît pour pas le encore, moment, bien sûr. Il n'y a pas de sanction. Nous verrons au terme de l'enquête. Bah oui, c'est normal d'attendre la fin de l'enquête et d'attendre de savoir exactement ce qu'il a été. Alors parlons un petit peu de cette réforme territoriale qui nous intéresse ici au Sénat, qui est en discussion. Et le Premier ministre, mardi dans l'hémicycle, il vous a tendu la main. Il vous a dit, si vous faites un effort, ben moi je suis prêt à le faire. Et le gouvernement et l'Assemblée, bref, tout est sur la table. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, Roger Carucci. Non, visiblement, ça vous faites ça avec le sourire, mais je mais suis sûr que les Français qui nous regardent se disent, on en est où de cette réforme? Oui, non mais, parce que hier, le même Bernard Cazeneuve, à ma demande de dire est-ce que le gouvernement peut dire... Il a en charge, évidemment, ce projet. La réforme, on lui a demandé d'ouvrir un peu, notamment avant l'article 1, sur les compétences des départements, des régions, pour assurer un peu les collectivités locales pour l'avenir. Il n'a pas voulu le faire. Donc nous sommes un peu inquiets de ce que sera le deuxième texte sur les compétences. Sur le premier texte, qui est une ouverture sur la capacité de refaire une carte, oui, parce que le Sénat a intérêt à avoir une carte qui sera transmise pour la deuxième lecture à l'Assemblée. Mais enfin, est-ce que c'est ça l'ouverture? Non. Ce qu'on attend comme ouverture... C'est quoi votre ouverture? Mais non, mais ce qu'on attend comme ouverture pour le deuxième texte, et c'est l'incohérence d'avoir eu ce premier texte découpage de la carte avant les compétences, c'est qu'on nous dise, 1, que les départements seront maintenus, 2, que les intercommunalités en zone rurale ne seront pas forcées à 20 000 habitants, 3, qu'on pourra discuter réellement de régions stratégiques, de départements de proximité et de communes de plein pouvoir. Voilà ce que l'on veut. Si on ouvre là-dessus, on avancera tous ensemble. Alors André Valigny, le secrétaire d'État en charge de la réforme, viendra nous rejoindre dans quelques instants pour répondre à ces quelques questions. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est actuellement sur ce qu'on est en train de débattre sur cette carte. Visiblement, l'Alsace, ce matin, ça a posé un problème. L'Alsace reste l'Alsace seule et entière. C'est bien ça, si on comprend bien la position de la droite. Mais c'est une position qui a été actée par la commission spéciale et ce matin, le Sénat l'a validée. On va voir cet après-midi, il y a d'autres débats sur la carte. Mais sincèrement, sur la carte, à droite comme à gauche, on peut avoir des avis divergents. Mais le vrai sujet, au-delà de la carte, qui compte bien sûr,
c'est de savoir quels sont les pouvoirs des régions, quels sont les pouvoirs des départements, quels sont les pouvoirs des communes, et finalement... Et vous ne savez rien de tout ça, finalement? Mais pour le moment, on a une prévision de texte fin décembre. On nous dit, on veut donner aux régions le transport scolaire, les collèges et tout. Est-ce que mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mais je vais vous dire pourquoi. Moi, par exemple, je suis un élu d'Île-de-France, 12 millions d'habitants. Si on donne les collèges, ça veut dire qu'entre les lycées, les CFA, les collèges, la région Île-de-France va devoir gérer 2500 établissements scolaires. Vous croyez sincèrement qu'on va faire une gestion de proximité, une gestion affinée? Quand on gère 2500, ça va être en quantité et ce sera mal fait. En quantité mal fait, mais est-ce que ça fait des économies? Parce que visiblement, ça a l'air d'être le but. Mais pas du tout. D'ailleurs, dans un premier temps, M. Vallini nous avait dit 10 milliards d'économies, puis après on nous a dit à un délai de 5 ans, puis peut-être à 10 ans, puis à terme. Mais il va venir nous répondre. Il n'y a évidemment pas d'économie à attendre de ce côté-là. Alors, il y a une autre ouverture de la part du Premier ministre, et là-dessus, je voudrais vraiment vous entendre, parce que pendant la campagne des élections municipales, on en a beaucoup parlé, c'est sur les rythmes scolaires. Je salue le ministre en charge de la réforme territoire, M. André Vallini, qui nous rejoint. On a évoqué quelques aspects, évidemment, du texte, notamment la carte. Là, j'avais une question sur les rythmes scolaires. Il a ouvert la porte, et il laisse un fonds d'amorçage qui était censé être un amorçage. Alors, non, voilà, mais, évidemment, il met un peu plus d'argent sur la table. Un peu plus. Il met le même argent en disant que le fonds d'amorçage se poursuivra. Nous, ce que nous attendons, c'est d'abord, est-ce que ce fonds d'amorçage va être pérenne, et c'est pas encore une année avant M. le Bourreau, ou est-ce que ce fonds d'amorçage va être c'est plus un fonds d'amorçage si c'est pérenne. Ah ben non, mais la réalité, c'est que quand l'État impose des obligations nouvelles aux communes, aux collectivités, il serait normal et logique que ce soit l'État qui les paye. Parce que c'est quand même un peu facile de dire on va faire telle réforme, mais enfin, c'est pas nous qui payons. Les conditions ne sont pas réunies partout. Il y a des communes qui ont les moyens, il y a des communes qui ne les ont pas. Si vous leur dites il n'y a plus de fonds d'amorçage, il n'y a plus d'aide de l'État, on n'y arrivera pas. Alors André Vallini, je vous salue à nouveau. Merci de répondre en direct à nos questions et d'avoir ce petit débat avec Roger Carucci, parce qu'on parle beaucoup des compétences. Alors certes, il y a la carte. Visiblement, à droite, on nous dit la carte, bon c'est la carte. Maintenant, ce qu'ils veulent, ce sont les compétences. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces compétences? On sait que la loi sera débattue en décembre. La loi est connue. En tout cas, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 18 juin, date historique à laquelle sera sensible le gaulliste Roger Carucci. Le 18 juin au Conseil des ministres, nous avons adopté 2 projets de loi. Le projet de loi sur la carte et celui sur les compétences. Donc tout est sur la table. Ce que souhaite faire le gouvernement est connu. Le transfert des compétences transport, collège, route vers les régions, tout ça est connu. Et bien sûr le développement économique, dont les régions seront les seuls responsables, les leaders sur leur territoire. Donc les compétences sont connues. Le transfert futur des compétences est connu. On va jusqu'au bout. Voilà. Justement, M. Vallini, sincèrement, et là, on va essayer de faire comme s'ils n'étaient pas là. Mais est-ce qu'il n'eût pas été logique de dire, on débat sur les compétences, parce que le texte adopté par le Conseil des ministres est connu, mais ce n'est pas forcément celui qui sort du Parlement, par définition. Donc, est-ce qu'il n'eût pas été plus logique de dire, on fait le débat sur les compétences. On voit par exemple ce qu'on donne aux régions. Est-ce qu'on leur donne des compétences seulement stratégiques? Est-ce qu'on donne l'ensemble? Moi, je suis plutôt pour des compétences en matière d'économie et d'emploi. Mais à partir de là, et en fonction des compétences qui auraient été reconnues aux régions et de celles qui étaient laissées au département, on aurait pu bâtir peut-être des régions différentes. On aurait pu se dire, ou tel département aurait pu se dire, moi, vu les compétences données aux régions, j'ai plus intérêt à aller avec telle région. Là, on a fait les choses à l'envers. On fait d'abord la découpe et puis après on leur dit ben voilà ce que seront vos compétences. C'est pas très normal. Je pense que si on avait fait les choses dans l'autre sens, on aurait eu la critique inverse. C'est-à-dire qu'on nous aurait dit oui mais les compétences ça dépend du périmètre. Donc je pense qu'il fallait prendre le problème par un bout. On a pris le problème par le bout de la carte si j'ose dire. Il y avait aussi un impératif constitutionnel, M. Carucci, c'est qu'il fallait que le périmètre des nouvelles régions soit connu au moins 1 an avant les prochaines élections régionales qui devaient avoir lieu en 2015. Voilà, donc il faut que la carte des régions soit connue avant la fin de l'année et ce sera le cas. Sur les compétences, je le répète, elles sont connues, mais l'essentiel des compétences qui vont être attribuées aux régions seront d'ordre économique. Les régions vont devenir les leaders du développement économique, aide aux entreprises, à l'internationalisation, à l'innovation, formation professionnelle, l'ont déjà, l'apprentissage, les transports, tout ce qui fait l'attractivité d'un territoire. Seront transmis aux régions. Pas tous les pouvoirs, tout ce qui fait l'attractivité d'un territoire, sa compétitivité notamment internationale, sera du ressort de la région. Ça, nous le savons et tout le monde est d'accord.
La droite comme la gauche, tout le monde est d'accord. Donc maintenant que l'on sait, maintenant qu'on est tous d'accord sur le fait de faire des régions les leaders du développement économique, Mais c'est pour ça que vous l'avez dit. Mais Vous on l'avez peut dit, vous refaire n'êtes la pas carte. d'accord là-dessus. On peut Mais refaire la maintenant, carte. le Moi, train est en je suis marche. d'accord sur Ah le bon, développement d'accord. économique. Puisque vous êtes Mais d'accord, là où faisons je ne une suis carte, pas d'accord, faisons une carte en adéquation avec ça. En réalité, en parallèle, quand par exemple vous dites on transmet aux régions le transport scolaire, on transfère aux régions les collèges. Pardon de vous dire, moi je préside la commission des finances de la région Île-de-France. Je ne vois pas l'intérêt, sincèrement, et je suis un régionaliste fou, mais je ne vois pas l'intérêt pour la région Île-de-France de devoir gérer, en plus des près de 600 lycées et CFA, de devoir gérer les 2000 collèges. D'abord, on n'a pas la proximité nécessaire, on n'a pas le personnel, alors ça c'est autre chose. Mais vous l'avez pour les lycées. Oui, mais Le au-delà de ça, personnel et la proximité. pourquoi voulez-vous que les collèges, alors sauf à dire que vous aurez enlevé tellement de compétences et de capacités au département qu'après, si un jour vous voulez les supprimer, ils auront si peu de compétences qu'on pourra Les le faire. départements, ils Mais restent, c'est si on pas- comprend bien. Non, En tout cas, les conseils départementaux. Les conseils départementaux. Les conseils départementaux, qu'on appelle encore conseils généraux dans les provinces françaises, vont demeurer jusqu'en 2020 compétents en matière de solidarité sociale et solidarité territoriale. C'est le Et cœur après des compétences. 2020 On a le temps d'y réfléchir. Nous avons 5 ans devant nous pour y réfléchir ensemble, pour trouver la meilleure solution mais et pour adapter ces solutions aux vous qui avez spécificités de été chaque président territoire. de conseil Oui, je suis général, toujours monsieur le conseiller ministre. général. Bon, mais vous savez bien que beaucoup de départements, quand ils ont des plans prospectifs, ils prennent des décisions, ils engagent des actions pour 5 ans, 10 ans. Si vous leur dites 10 ans, probablement en 2020, vous risquez de disparaître. Bah, vous risquez de provoquer l'immobilisme dans un certain nombre de départements parce que les gens se diront si dans 4 ans, dans 3 ans, c'est plus nous, bah, on ne va pas se lancer. Je vous concède que nous entrons dans une période de mutation, tout le monde en est conscient, y compris au niveau des communes, avec les fusions de communes. La loi commune nouvelle du président Pélissard, président UMP de l'AMF, l'Association des maires de France, sera débattue demain à l'Assemblée nationale, en même temps qu'une proposition de loi socialiste de Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme. Donc, au Sénat, à l'Assemblée, concernant les territoires, tout est en train de bouger, d'évoluer. Et les élus de droite comme de gauche, lorsqu'on est de bonne foi, et M. Carrucci Il est l'est obsédé par la aujourd'hui, carte. je le remercie de la tonalité de ce débat. M. Carrucci, comme tous les gens de bonne foi, à droite comme à gauche, savent que l'on doit faire bouger les collectivités territoriales en France. Il faut réformer le millefeuille, le simplifier, rationaliser les compétences pour aussi faire des économies budgétaires. Et ça aussi, tout le monde en convient. Et vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord sur la carte, on est d'accord ou pas? Ah, mais la Bon, carte pour la idéale carte, n'existe pas. Elle n'existe pas. Je vais vous dire une chose. Monsieur Carrucci sera sans doute d'accord avec moi. On aurait pris 6 mois de plus, 1 an de plus, 2 ans de plus. Ça changerait On rien. aurait eu les mêmes problèmes. Non. En 1789, 1790, lorsque les constituants ont découpé les départements, ils ont fait ça en 6 mois. Personne n'était totalement d'accord. Le consensus, ça n'existe pas sur une carte. C'était vous peut-être savez, pas exactement le même régime politique. Mais non, bon. c'était très démocratique, mais la peu importe. constituante. Non, je ne parle pas de la terreur, la Oui, constituante. on va pas refaire l'histoire, monsieur, 1789, mais au moins, 1790. Dans un régime idéal, il eût fallu, mais je reconnais bien volontiers que ça n'est pas facile, il eût fallu dire, par exemple, à Et toutes ce les sera le mot de la régions, fin. vous avez 6 mois ou 1 an pour essayer de vous regrouper. Ça n'aurait rien changé. On aurait eu les mêmes débats. On aurait eu les mêmes débats. Et Monsieur Carrucci, il y a une chose qui est très Et vous intéressante. concluez, messieurs. C'est que sur la carte régionale, les clivages passent à l'intérieur des partis politiques. Il y a des parlementaires du même parti, de la même région qui ne sont pas d'accord. Donc c'est aussi pour ça que c'est passionnant et intéressant. Et que c'est difficile. On dépasse les clivages partisans. Et c'est donc très difficile. Merci Et beaucoup. j'espère que vous garderez la carte du Sénat. On verra ça. Merci André Valigny, merci Roger Merci à vous. Carrucci. On va passer à un autre débat. À l'instant, évidemment, Bernard Cazeneuve a répondu dans l'hémicycle sur ce drame de Siemens. On l'accuse d'avoir un manque d'empathie. Écoutez ce qu'il disait. On m'a reproché encore ce matin de manquer de cœur et de ne pas avoir de compassion. Je suis devant la représentation nationale et je veux sur ces sujets m'exprimer en sincérité. J'ai, au cours des dernières années, eu à connaître des drames dans ma propre circonscription. Je pense notamment à l'attentat de Karachi où il y a eu 14 morts. J'ai conduit sur cette affaire-là des investigations loin des caméras. Car on peut être dans la compassion sans être devant les caméras. Et lorsqu'un événement de ce type se produit et que vous êtes ministre de l'Intérieur, vous interrogez votre conscience et les choses au plus profond de vous-même. Vous essayez de trouver les mots justes et vous les adressez à ceux auxquels vous devez les adresser avec pudeur. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Voilà comment j'essaie de me comporter face à cette épreuve pour la famille de Rémi Fraisse, qui est aussi, je veux vous le dire, une épreuve pour moi. Et je regrette que certains profitent de cet événement, non pas pour que la vérité l'emporte, mais pour faire de la politique en abaissant tout.
Voilà pour cette déclaration du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur ce drame de Sivas. On va en parler tout de suite avec Jean-Vincent Placé, président du groupe Europe Écologie Les Verts ici au Sénat, et Alain Joyandet, sénateur UMP de Haute-Saône. Merci de nous avoir rejoints, messieurs. Jean-Vincent Placé, je commence avec vous parce que le manque d'empathie, ça vient un peu de votre part, c'est dans votre bouche en tout cas. Il a réagi à ça, Bernard Cazeneuve, aujourd'hui. Il a fait montre d'empathie ou pas? Ben pour être très franc, et j'assume, comme il le dit également, j'aurais préféré qu'il ait plus d'empathie et de cœur rapidement dès samedi et dimanche. Je vois, et c'est bien légitime, je partage totalement le sentiment de l'ensemble de la communauté française, des parlementaires pour notre sergent-chef hier tombé au Mali, Dupuis, et qui, pour la France, pour la République, a combattu et est tombé au nom de la France. Ouais. Et évidemment, immédiatement, l'ensemble du pays est en deuil. Et quand je vois le temps, la distance qu'il y a eu pour avoir un mot, et heureusement que le président de la République mardi matin, et je m'en réjouis, François Hollande a eu cette empathie et cette émotion et cette attention pour la famille. Donc il ne s'agit pas de faire, la polémique politicienne, mais voilà, il vaut mieux tard que jamais. C'est bien que cela a été dit tout à l'heure, mais effectivement c'était bien tardif. Et d'autre part, le ministre, il l'a dit, compassion. Le président de la République a eu le mot aussi vérité et transparence. Cette vérité et cette transparence, nous l'attendons. Moi, je ne polémique pas. Il n'y a pas de polémique politicienne. Dans votre il y a camp, l'inspection générale. Peut-être pas vous, mais il y a dans votre camp, oui. Je suis encore comptable de mes propres bien propos. Sûr, et l'inspection générale est saisie. Il y a eu un geste intelligent et adapté, c'est-à-dire le retrait immédiat de l'utilisation des grenades explosives. Donc j'en prends acte, c'est positif. Et puis par ailleurs, le rôle du ministre de l'Intérieur n'est pas de participer aux polémiques, y compris avec mes propres amis, dont je ne partage pas certains propos excessifs, donc je suis très à l'aise. Mais la demande de démission de Noël Mamère, je ne la partage pas. Et quand je vois qu'il y a des réactions excessives, y compris du ministre de l'Intérieur par rapport à cela, c'est pas adapté. Je te souhaite que tout le monde garde ses nerfs. C'est valable pour mes propres amis et c'est d'autant plus valable pour celui qui est chargé de la sécurité des Françaises et des Français. Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire avec Alain Joyandet. Dans ce genre d'affaires, est-ce qu'il est bon de s'en prendre au ministre de l'Intérieur? Est-ce qu'il a commis une faute, le ministre de l'Intérieur, ou pas? Je crois d'abord que c'est un gâchis, parce que franchement, un projet comme celui-là ne mérite pas qu'un jeune de 20 ans trouve la mort. Alors bon, vous avez vu que l'opposition a été très responsable dans cette affaire. Je crois que la droite n'a pas hurlé avec les loups, n'a pas demandé la démission, mais je pense qu'on doit à la vérité aussi de dire qu'il y a quand même eu, c'est vrai, et Jean-Vincent Placé a un peu raison sur ce plan, c'est qu'il y a quand même eu un délai pendant lequel il ne s'est rien passé, pendant lequel il n'y a pas eu de déclaration. C'est ça que vous condamnez l'un et l'autre. Moi, je condamne cela aussi parce que autant, et bon, l'ancien ministre de la coopération que je suis, qui connaît bien l'Afrique, autant je crois que nous avons été exemplaires jusqu'au niveau du président de la République lorsque nous avons eu, hélas, des morts sur les théâtres extérieurs pour combattre les extrémistes. Autant là, pour ce jeune homme qui est mort en France sur une manifestation, je pense qu'il est vrai qu'il aurait dû y avoir dans les heures qui suivent des mots prononcés, mais je pense que ça ne vaut pas pour autant, et ça ne justifie pas pour autant qu'on s'en prenne au ministre de l'Intérieur en lui demandant sa démission. Jean-Vincent Placé, je voudrais peut-être aussi vous entendre, là vous êtes d'accord, hein, oui. Évidemment, je voudrais peut-être vous entendre sur les mots très durs qu'a eu le président de la FNSEA, qui parle de djihadistes verts. Non, mais notre ami... On va où comme ça? Mais il est complètement irresponsable, je ne sais pas, il a des problèmes dans sa tête ou il a une élection interne, enfin c'est absurde de dire des choses comme ça. Enfin, il ne veut pas retirer ses propos, qu'est-ce que vous voulez faire? En plus, bon, il y a un sujet de fond, c'est-à-dire qu'il met en perspective, c'est intéressant, la question des politiques publiques menées, de leur contestation. Mais quand ses amis sont allés à Morlaix, incendier un centre des impôts et le centre de la mutualité sociale agricole, j'ai tenu des propos comme ça, moi, vis-à-vis des militants de la FNSEA. Et sur l'écotaxe, les transporteurs routiers qui voulaient bloquer tout le pays, est-ce que moi j'ai tenu des propos comme ça? C'est la violence qui est condamnable, là. Non. Dans les deux cas. C'est scandaleux de tenir des propos aussi stupides.
Voilà. Et quand on dit les Khmers verts, les ayatollahs verts, mais enfin, de quel parti on parle comme ça? De quel parti on parle comme ça? Je dis que lui, ça pourrait être un nazi. Comment il le prendrait si je disais ça? C'est honteux. Vous vous Et donc, sentez je lui ai stigmatisé, demandé... les Verts? Non, mais moi, je cherche pas à être stigmatisé. J'essaie jamais d'être dans le Non. mirabilisme. J'essaie même, paraît-il, plutôt d'être en rapport de force, en puissance. Et vous faites j'assume de la politique. parce que je fais de la politique. Mais moi, je lui demande des excuses et je demande des retraits de ses propos. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Il dit il faut que le gouvernement soit couillu. Mais de quoi? Enfin, ça Alors, va. on va dans hein. des dérapages, hein. C'est On presque du n'importe quoi. Vous êtes d'accord, Alain Joyandet? Bien sûr. Faut parce que tout le monde se mais calme. le gâchis, c'est pour notre pays, parce qu'il faudrait bien quand même enfin qu'on trouve une solution pour que lorsque des projets sont décidés en respectant les procédures, en respectant les lois. Et c'est le cas. Et c'est le cas, avec la concertation nécessaire. Je ne parle pas spécifiquement de ce barrage ou des choses pour lesquelles les agriculteurs peuvent être en colère, mais enfin, il faut quand même que dans une période de chômage, de déficit public, de manque de croissance, à chaque fois qu'il y a des projets, on ne peut quand même pas trouver des groupes de pression qui, avec un petit nombre, peuvent empêcher ce dont l'intérêt général a besoin. Mais alors, comment on peut C'est soutenir un vrai encore les sujet. manifestants? Les manifestants Moi, aujourd'hui. là-dessus, bon, Qui sont- J'ajoute, qui sont à Sivan. Jean-Vincent, que Ouais. je pense que la manifestation, c'est normal. Dans la paix, Est-ce c'est qu'elle doit indispensable. Est-ce que les manifestations violentes, parce qu'il y a quand même des manifestations violentes, Oui. doivent être tolérées sur notre sol? On parle des manifestants, mais on ne parle pas aussi des forces de l'ordre, dont un grand nombre, parmi eux, ont été blessés. Est-ce que c'est normal dans une république, quand un projet a été accepté par des assemblées Et maintenant qu'il est démocratiques, presque qu'il suspendu. y ait une telle violence? Est-ce que Voilà, et maintenant c'est qu'il la est presque violence suspendu, entraînant moi, la violence. je partage totalement les propos d'Alain Joyandet, qui c'est valable à Morlaix, c'est valable quand il y a des blocages très violents dans les axes de transport routier, c'est valable à Notre-Dame-des-Landes, y Exactement, compris c'est mes ce que je voulais vous propres dire. amis ont protesté quand j'ai dénoncé les excès de violence des manifestants anti-Notre-Dame-des-Landes. Je suis anti-Notre-Dame-des-Landes, ça ne justifie jamais la violence, et je suis aussi pour dire l'affection et l'amitié et le respect que je porte, notamment aux 58 gendarmes qui ont été blessés depuis plusieurs mois dans les différentes manifestations. Donc ça, nous sommes dernière question sur d'accord, ce point. nous sommes des parlementaires républicains. Après, sur le sujet des procédures, je crois que Ségolène Royal a apporté des éléments de réponse. Moi, j'étais vice-président au transport de la région Île-de-France, j'ai toujours voulu accélérer les procédures pour aller plus vite sur les bus et sur les tramways et sur Ce qui évitera les aussi des RER. nombreuses Donc manifestations vous voyez, en tout genre. je suis extrêmement à Est-ce l'aise. que maintenant Et que je le crois que projet c'est est ce presque débat-là. suspendu, Monsieur Oui. Pressé, est-ce que les manifestants doivent partir, doivent s'arrêter? L'apaisement, j'ai eu la discussion, comme on dit, franche et amicale avec Thierry Carcenac, le sénateur président du Conseil général du Tarn, notre collègue, avant-hier, qui va suspendre, qui va demander au Conseil général demain de suspendre jusqu'à un jour prochain. Il veut peut-être pas qu'on dise inédié, mais parlons français. Et je crois qu'il faut aussi un apaisement, y compris par rapport aux entreprises, parce que bon, il y a des Donc pour les travailleurs. manifestants, vous leur dites stop? Et il y a mardi une initiative de Ségolène Royal que je salue de mettre en place toutes les parties prenantes, et notamment les experts qui ont fait un rapport d'expertise. C'est pas moi, hein, c'est l'inspection générale du ministère qui a un réquisitoire absolu par rapport au barrage et au montage financier, économique et environnemental. Donc stop les manifestations. Je veux juste vous. Tout le monde s'arrête. s'arrête. Oui, tout On le monde suspend, il n'y a plus de manifestation, l'ordre républicain s'instaure, le dialogue institutionnel et politique, et on essaie de trouver une sortie. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à ce débat. On va aller sur un autre débat et qui pourrait aussi vous intéresser. On va avoir d'autres invités, notamment sur Ecomove, cette société sur l'écotaxe. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et je voudrais. C'est dommage. Mais oui, je voudrais. Un recul supplémentaire du gouvernement. Nous dit Alain Joyandet sur notre plateau. On va écouter tout de suite le ministre en charge des Transports, Alain Vidalies, secrétaire d'État Alain Vidalies. Quelle est la position du gouvernement sur l'application ou non du contrat de PPP? Allez-vous vers une résiliation du contrat par voie contractuelle d'ici demain, 31 octobre? Parce que c'est demain, cette date résulte du protocole que l'État a signé cet été avec la société Ecomove. Allez-vous donc vers cette résiliation? Comment, en tout état de cause, financerez-vous cette résiliation? Le ferez-vous sur le budget transport? Voilà, mes chers collègues, des questions qui intéressent le Parlement, mais aussi tous les Français. Pour ma part, j'ai peur tout simplement qu'on assiste à un gâchis d'argent public à des seules fins politiciennes. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat de partenariat conclu avec Ecomove le 20 octobre 2011. Dans la lettre de résiliation, il sera rappelé que des doutes ont été émis sur la validité du contrat initial au regard des exigences constitutionnelles qui s'imposent à l'État lorsqu'il confie à des personnes privées
la gestion de certaines activités. Voilà, donc le contrat avec Ecomove est résilié, même si l'État va payer à peu près 800 millions d'euros. Voilà pour ce débat. Jacques Mézard, merci de nous rejoindre. Président du groupe des radicaux RDSE ici au Sénat. Jean-Marie Bockel, sénateur de Mulhouse. Merci de nous rejoindre, signateur UDI, je tiens à le préciser. Ce sont les centristes ici au Sénat pour ceux qui ne savent pas. Peut-être un mot sur l'écotaxe. Alain Joyandet, tout à l'heure sénateur UMP, nous disait un recul de plus. Monsieur Mézard, d'un mot sur ce thème. On ne peut pas dire que ce dossier ce soit une réussite depuis le début. Il a quand même été voté unanimement et depuis un vote unanime sous la précédente majorité, on va de difficulté en difficulté à la suite des manifestations que l'on a connues. Donc on ne peut pas dire que c'est un bon résultat et puis surtout les finances qui étaient attendues pour financer les infrastructures terrestres et ferroviaires, on n'a pas aujourd'hui encore la solution vraie pour pouvoir apporter ces financements. Mais l'État va payer. Oui, en attendant de voir un peu ce qui va se passer plus tard. Recul ou pas? Oui, bien sûr, et c'est très regrettable. Moi qui suis frontalier, je vois bien le report de trafic de camions qui, dans les pays où il y a déjà ce type de taxes, les évitent, passent par la France et viennent évidemment créer de la pollution. Et au niveau des infrastructures, comme l'a dit notre collègue, ça aurait été une bouffée d'air formidable dont nous avons besoin. Oui, il faut le regretter. D'accord. On va parler un petit peu de cette réforme territoriale aussi qui nous intéresse, mais aussi sur la question que vous avez posée, parce que quelque part ça se rejoint. C'est 300 milliards, pardon, excusez-moi, de ce plan de relance d'investissement français et européen. Ça se rejoint parce que finalement ça va toucher aussi nos territoires. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse formulée par Michel Sapin? Je crois qu'il est bon qu'il y ait une volonté du gouvernement français d'accompagner la proposition de l'Europe, du président Juncker, qu'il y ait 300 milliards sur l'investissement dans nos pays. Parce que nous avons besoin de redonner de la confiance et l'investissement est quand même le premier moyen de redonner de la confiance à nos concitoyens, à nos entreprises. Et ça concerne évidemment les territoires en premier lieu. Et ça concerne tous les territoires, ça concerne les entreprises, le privé, et elles ont besoin aujourd'hui, ces entreprises, d'avoir des financements et de pouvoir réaliser de grands projets sur l'énergie, sur les infrastructures. C'est pour nous une priorité. Oui, l'État L'Europe, ça vous intéresse beaucoup. Bien entendu, mais l'État français ne se sortira pas de ses contradictions tant qu'il n'aura pas fait la mère des réformes, j'allais dire avant même la réforme territoriale, qui est la réforme de l'État, et qui devrait permettre de faire les bonnes économies d'un côté, il y en a qui sont nécessaires, mais aussi de faire les bonnes dépenses, notamment d'investissement, et notamment sur nos territoires, qui sont 70% de l'investissement local, nos territoires, d'autre part. Alors on avait un débat tout à l'heure avec le secrétaire d'État, notamment M. André Valigny, qui est en charge de la réforme. Et il y avait Roger Carucci qui était là et on parlait de la carte, la fameuse carte. Ce matin, au Sénat, l'Alsace reste seule. Que dit le Mulhousien? L'Alsace ne veut pas s'isoler. L'Alsace est prête à innover. L'Alsace aurait été prête dans le projet initial à être avec la Lorraine. Mais le rajout, je dirais de manière subreptice, de la Champagne-Ardenne, cette trop grande région qui n'avait pas de sens, eh bien, à partir de là, il y avait cette seule piste pour l'Alsace non pas de se préserver, mais de s'engager dans cette voie. Et je dois dire que ce matin, après un débat riche, et d'ailleurs Jacques Mézard, hier, l'a introduit de la meilleure manière, ce débat, avec la liberté qu'on lui connaît, eh bien, nous avons eu un soutien qui a été au-delà de tout ce qu'on pouvait attendre. Du gouvernement ? Non, je parle du Sénat. Du Sénat, parce que le gouvernement, visiblement, ne sont pas d'accord avec vous. Non, mais il se passe quelque chose en ce moment, c'est que le Sénat, et au demeurant toute sensibilité confondue, c'est ce qu'il faut, est en train de retrouver son influence. On a entendu sur le terrain pendant tout l'été ceux qui étaient candidats à quoi sert le Sénat. Et là, on a maintenant un Sénat qui se réaffirme. Eh bien, c'est le point de départ d'un dialogue avec le gouvernement et l'Assemblée. L'affaire n'est pas terminée. Monsieur Mézard, mais oui, nous sommes contents ce matin. Est-ce que vous croyez sincèrement que le gouvernement va tenir compte du travail qui est fait actuellement par le Sénat sur cette réforme territoriale? Écoutez, vous êtes convaincu ou pas? Sur le premier projet, je ne le crois pas. Sur le second, il y a eu des échanges avec le gouvernement qui permettent je le crois, sur les compétences et sur la préservation des conseils généraux, je pense qu'il y aura des évolutions. Grâce au travail notamment de M. Baillet, peut-être. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler, Jean-Michel Baillet, et des radicaux de gauche. Ancien sénateur des radicaux et des radicaux de gauche. Et donc, par contre, je considère que sur le premier projet, je suis peut-être pessimiste, mais je pense que le gouvernement ne va pas bouger sur la carte
parce qu'il s'est lancé dans un système d'un dossier qui est mal préparé et où l'on voit très clairement qu'il y aurait, et nous l'avons toujours dit, une impérieuse nécessité d'écouter les territoires. Nous avons ce matin, le Sénat a écouté les élus alsaciens. Tout à l'heure, je vais intervenir sur le Languedoc-Roussillon avec ma collègue Hermeline Malherbe. Eh bien, nous allons expliquer et exprimer la volonté de la quasi-unanimité des conseillers régionaux de Languedoc-Roussillon. Il serait temps que le gouvernement entende l'expression des territoires. Et je crains que ce ne soit pas le cas parce qu'il est prisonnier d'un système qui malheureusement a été mal engagé. Donc vous n'avez pas cru Manuel Valls, et là je vous pose aussi la question, vous n'avez pas cru Manuel Valls mardi quand il dit que tout est sur la table et que les portes sont ouvertes? Moi je veux le croire. Et contrairement à Jacques Mézard, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis aussi lucide que lui. Je sais très bien quel est l'état d'esprit du gouvernement, ne pas réouvrir la boîte. Mais ce soir, ce matin, cet après-midi encore, ça va continuer. Il y a un message fort qui est en train de se passer. C'est un Sénat qui est en train de reprendre sa place et son pouvoir de chambre des territoires, et vous y contribuez d'ailleurs, et qui fait que je garde espoir que même sur la question de la carte, on puisse faire bouger les lignes. Mais ça sera difficile, j'en conviens. Oui, ça sera très difficile, Jacques Mézard. Oui. Le Sénat retrouve un petit peu plus de poids face au gouvernement? Bien sûr, mais au-delà de majorité-opposition, au-delà de ça, c'est l'expression d'une haute assemblée qui veut vivre, qui veut exprimer sa passion des territoires, sa passion de la République, et qui l'exprime, et c'est essentiel, de la manière la plus libre possible, en travaillant. Et qui veut le dialogue avec le gouvernement. Nous ne sommes pas dans l'affrontement, nous sommes dans l'affirmation et dans le dialogue. Et le dialogue, ça veut dire aussi que vous serez prêt, quand le texte arrivera au mois de décembre sur les compétences, à faire des efforts, vous aussi? Mais bien sûr. Sur les régions, sur les compétences qu'auront ces fameuses grandes régions? Il faut être deux. Pour faire des efforts, il faut qu'en face, il y ait une volonté de dialogue et de tenir compte d'une partie des observations du Sénat. Elle est là, la volonté de dialogue ou pas alors? Et nous serons... Je vous ai dit sur le premier texte, je ne le pense pas. Sur le second, je l'espère. Sur le second, sur la partie des compétences, nous serons une opposition constructive, parce que nous savons que ça n'est pas simple, parce que la problématique du département, le diable va se situer dans les détails, et donc nous devrons être force de proposition. Oui, nous aborderons ce débat sur les compétences dans cet état d'esprit. Messieurs, c'est plutôt positif comme débat. Entre nous, c'est sûr. Avec le gouvernement, affaire à suivre. Affaire à suivre. Il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Voilà. On va suivre ça pendant longtemps encore sur notre antenne sur Public Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation, et bonne suite des programmes sur Public Sénat. J'ai le très grand regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Xavier de Villepin, qui fut sénateur représentant les Français établis hors de France de 1986 à 2004. Comme vous le savez, le président Xavier de Villepin a consacré toute sa vie au rayonnement international de la France, d'abord dans sa vie professionnelle où il exerça d'importantes responsabilités industrielles, puis dans son parcours politique et parlementaire au service de la nation. Après avoir défendu la francophonie et la place du français dans le monde au sein de l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française, il fut un président très respecté et très apprécié de notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Chacun de ceux qui ont siégé avec lui, et j'en fus comme d'autres ici, se souvient de ses analyses géopolitiques lumineuses et de ses initiatives qui transcendaient d'ailleurs les clivages politiques. Président du groupe de l'Union centriste du Sénat, et il contribua également au rassemblement des diverses sensibilités politiques de la famille à laquelle il appartenait, et il contribua aussi à rassembler d'autres familles libérales et gaullistes au sein de cette Assemblée. Comme sénateur et comme collègue, il était reconnu pour sa sagesse, son aménité, son esprit brillant et la grande hauteur de vue qui a été la sienne. À cet instant, j'ai une pensée pour sa famille, et notamment pour ses 3 enfants. J'ai eu son fils Dominique au téléphone il y a peu, et je sais que le Sénat tout entier le partage, et particulièrement ceux qui l'ont connu et apprécié ici dans cette Assemblée. Je vous remercie. Monsieur le Président du Sénat a reçu de Monsieur le Premier ministre le rapport relatif au substitut du bisphénol. Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la Commission des affaires sociales. Mes chers collègues, nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales en modifiant le calendrier électoral. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus aux amendements numéros 29 et 136 rectifiés terre au sein de l'article 1er. Donc, je suis saisie de 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Amendement 29 de Monsieur Labazé. Il n'est pas soutenu. Monsieur Fortassin n'est pas là non plus. Non plus. Donc, il n'est pas soutenu. Nous passons donc à l'amendement 136 rectifié terre de Monsieur Lasserre. Monsieur Tandonnet. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Oui, j'interviens pour soutenir cet amendement présenté par des sénateurs du Midi, du Grand Sud-Ouest, amendement qui est émané des bancs socialistes, radicaux et du groupe UDI. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans mes propos, dans mon intervention sur le débat de cette loi, sur l'incohérence dans laquelle nous sommes d'évoquer le découpage des régions sans connaître la nature des compétences et des moyens qui leur seront donnés. Mais le cas de Aquitaine et Midi-Pyrénées était un exemple de cette incohérence et des difficultés qu'on connaît depuis hier sur ce découpage. La question qui se pose, c'est de savoir si l'Aquitaine doit être évaluée comme une région appuyée sur la seule métropole de Bordeaux, une Aquitaine de l'Atlantique, ou si on doit concevoir l'Aquitaine et Midi-Pyrénées comme la grande région du Sud-Ouest, adossée aux Pyrénées, à l'Espagne. C'est cette solution que nous préconisons dans cet amendement. Nous souhaitons regrouper l'Aquitaine et Midi-Pyrénées et laisser le Limousin et Poitou-Charentes vivre de leur côté. Cette solution est la solution de la cohérence d'un bassin de vie qui déjà a développé un partenariat important sur 2 points essentiels. 2 pôles essentiels, le pôle de l'aéronautique. On sait que la vallée de la Garonne, de Toulouse à Bordeaux, développe un pôle aéronautique important. Une région du Sud-Ouest spécialisée dans l'agroalimentaire, qui est à la pointe des produits pour l'exportation, et puis aussi une grande région du tourisme. C'est sur ces bases d'un bassin de vie important qui irait au-delà des métropoles de Toulouse et de Bordeaux, car la question qui se pose aujourd'hui, à laquelle on ne peut pas encore répondre, c'est le problème du partage des compétences entre ces métropoles et la région. Et on sent bien, à la suite de la loi votée en janvier 2014, que les métropoles prennent sur le terrain économique une part importante et va se trouver en concurrence avec les régions, d'où l'idée d'avoir des régions plus étendues et permettant des développements des grandes infrastructures et des développements économiques. Et nous évoquons aussi toute la problématique des rapports avec l'Espagne qui pourrait être bonifiée par ce rapprochement de Midi-Pyrénées et de l'Aquitaine. Donc c'est ce découpage que nous vous proposons. Mais la grande Aquitaine, c'est le Poitou-Charentes, monsieur. Merci, monsieur. C'est l'Aquitaine, d'Aliénor d'Aquitaine. Eh, c'est la grande. Monsieur le Premier ministre. L'amendement numéro 2 rectifié. Y a-t-il quelqu'un pour le défendre? Monsieur Courteau, vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Madame la Présidente, je serai relativement bref puisque je me suis déjà exprimé sur ce sujet lors de la discussion générale. D'une manière plus générale, nous considérons qu'il faut doter les régions françaises d'une taille critique qui leur permette non seulement d'exercer leurs compétences stratégiques, mais aussi de faire face à la concurrence des autres régions d'Europe.
Par cet amendement, nous proposons de rétablir la fusion envisagée par le texte initial entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il s'agit pour nous d'additionner les forces de ces deux régions pour en faire un nouveau territoire à l'échelle des grandes régions européennes, avec un PIB de plus de 144 milliards d'euros, à comparer avec notre grande voisine, la Catalogne, et ses 200 milliards de PIB. Il y a, je l'ai dit dans la discussion générale, une réelle complémentarité entre ces deux régions qui ont déjà établi des coopérations. L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée associant Catalogne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les Baléares. Le pôle de compétitivité, gestion de l'eau, qui réunit Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ou encore le pôle d'Herby, énergie renouvelable, dans le bâtiment et l'industrie. Nous sommes convaincus que nos atouts respectifs ou communs nous donneront une réelle force de frappe. Viticulture, agriculture, force touristique, ouverture sur la Méditerranée, canal du Midi, Pyrénées, puissance de l'aéronautique, fort potentiel de développement à la fonction logistique et au transport, etc., etc. Nous avons une histoire commune également et la même culture. Et la fusion sera un véritable levier pour le développement de nos langues régionales. Bref, cette fusion des deux régions nous permettra de constituer un véritable carrefour au cœur de l'arc méditerranéen, à la confluence des grands courants d'échange. Aidez-nous, mes chers collègues, à ne pas laisser passer cette chance historique en adoptant l'amendement qu'avec Alain Durand et Gisèle Jourdan nous présentons. Il est en effet temps de transformer pour plusieurs décennies l'architecture territoriale de la République. Il est temps, me semble-t-il, d'additionner les forces du Languedoc-Roussillon et celles de Midi-Pyrénées et donc de préparer l'avenir à travers cette communauté de destin du Grand Midi de la France. Merci. Merci, mon cher collègue. L'amendement numéro 48, Monsieur Grand, vous avez la parole, cher collègue. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Donc cet amendement, il tente à fusionner, enfin mon amendement tente à fusionner les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. En effet, rien, mais je dis bien rien, ne justifie que le Languedoc-Roussillon soit comme la Corse, soit une région isolée, à un moment où les autres fusionnent. Nos deux régions sont complémentaires et leur fusion donc tombe sous le sens. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, de redire que regrouper les régions ne suffira pas pour atteindre les objectifs fixés, en particulier dans le domaine économique. La concurrence directe avec d'autres régions de l'Europe, et pour nous, en Languedoc-Roussillon, c'est la Catalogne espagnole. Donc, ces régions, elles disposent d'une forte déconcentration des pouvoirs de l'État, et pour eux, c'est un atout. Voilà pourquoi je pense que nous ne ferons pas, Monsieur le Ministre, l'économie d'une réflexion. Mais ça, c'est à l'horizon du débat qui va venir. Mais j'insiste parce qu'il faut vous préparer à ce débat sur la déconcentration. Parce qu'aujourd'hui, on va faire de beaux véhicules. On va faire des 38 tonnes, mais ils auront des moteurs de 2 chevaux. Donc il faut être extrêmement attentif à cela. Pour l'instant, je le redis donc avec force, mon souhait, c'est que la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ne fassent qu'une. Voilà pourquoi j'en appelle à la sagesse de cette Assemblée, que je souhaite que cet amendement et ceux qui vont dans ce sens soient votés. Merci. Merci, mon cher collègue. L'amendement 144, présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre, l'amendement 144, si vous voulez bien le défendre. Oui, merci, Madame la Présidente. Sur cette fusion Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, comme sur les autres fusions envisagées, en fait, il n'existe pas de carte idéale. Chacun a sa vision de la carte idéale selon son territoire d'élection, selon son département d'élection. Et ce débat est d'ailleurs passionnant parce qu'on s'aperçoit, comme en première lecture d'ailleurs, à l'Assemblée nationale et aujourd'hui au Sénat, depuis hier soir c'est le cas, que les clivages en fait traversent les formations politiques. Et qu'il y a des sénateurs du même parti et de la même région qui ne voient pas l'avenir de leur région de la même façon. C'est ce qui rend la tâche difficile pour les parlementaires comme pour le gouvernement, mais en même temps
passionnante. Alors, l'objectif du gouvernement avec ce projet de loi, vous l'avez compris, est de limiter le nombre de nouvelles régions et de leur donner une assise démographique et géographique suffisante pour assumer pleinement les missions qui leur seront confiées, notamment les missions de développement économique. Il est aussi nécessaire aux yeux du gouvernement de rechercher des formes de péréquation au sein de ces nouvelles régions afin de leur donner à toutes les mêmes capacités d'intervention en faveur de leur population et notamment, je le répète, de leur tissu économique, des PME notamment, de toutes les entreprises, en termes d'aide à l'innovation, à l'internationalisation, d'aide aux entreprises, de formation professionnelle, d'apprentissage, voire, puisque le Premier ministre a ouvert cette porte avant-hier, d'accompagnement vers l'emploi, puisqu'on pourrait envisager de décentraliser le service public de l'emploi par des conventions qui pourraient être passées entre les régions et Pôle emploi. Tout ça pour dire que la carte adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale est, de ce point de vue, plus conforme aux objectifs du gouvernement que je viens de rappeler, en permettant notamment la formation de 12 régions, plus la Corse, contre 14 dans le projet de votre commission spéciale. C'est la raison pour laquelle l'amendement du gouvernement rétablit le regroupement que vient d'approuver Jean-Pierre Grand entre la région Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées. Et Roland Courteau, dès avant-hier d'ailleurs, lors du débat qui a suivi la déclaration du Premier ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais demander l'avis de la Commission sur l'amendement 136 et sur les 3 amendements identiques. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame le Président, l'avis de la Commission est sans surprise. C'est un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Je voudrais simplement rappeler que sur le point particulier dont il s'agit, la Commission spéciale, à l'occasion de cette deuxième lecture, a confirmé, à l'occasion de ces débats, le choix qu'elle avait fait à l'occasion de la première lecture et donc des premières décisions qui ont été prises. Elle reste constante sur sa volonté de voir ces deux régions ne soient pas réunies. Je vous confirme donc que sur l'amendement 136 rectifié terre, l'avis est défavorable. Sur le 2 rectifié, l'avis est également défavorable. Et sur le 48 et le 144, qui sont 2 amendements identiques, celui du gouvernement évidemment, avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, sur l'amendement 136 rectifié terre. Défavorable, Madame la Présidente. Défavorable. Je vais donc mettre aux voix ces amendements. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Botrel, sur le 136 rectifié terre. Oui, merci, Madame la Présidente. Sans prolonger les arguments qui ont été développés par les tenants du regroupement de ces 2 régions, je voudrais dire que le groupe socialiste se rallie aux arguments du gouvernement et surtout aux arguments du président Courteau, qui a défendu avec infiniment de conviction le regroupement de ces 2 régions. Je crois que, en effet, et notre collègue également de la majorité sénatoriale, ceci pour dire que les arguments développés par les représentants de ces territoires sont convaincants. Ils vont en effet dans le sens du rapprochement de 2 régions qui sont complémentaires et qui ont à voir également avec un espace, un hinterland qui concerne aussi bien l'Espagne que la Méditerranée. Évidemment, ici, comme dans les discussions qui ont précédé, il n'y a pas de vision unique des territoires. Chacun se positionne en fonction d'un certain nombre de considérations géographiques, très souvent, mais le fait est que, en dehors de ce qui a pu être exposé par la Commission pour justifier que ces 2 régions ne soient pas regroupées, tout au contraire dans l'esprit de ce qui est voulu par le gouvernement, de ce qui est défendu par les représentants de cette région, tend à faire que le groupe socialiste acquiesce, bien entendu, à l'amendement présenté par le président Courteau. Monsieur Courteau a demandé la parole. On est bien sur le 136. C'est sur mon amendement, Madame la Présidente, que je demande explication de vote. D'accord. Qui demande la parole sur le 136 rectifié terre? On est sur le 136 rectifié terre. Monsieur le Président de la Commission spéciale, vous avez demandé la parole sur le 136 rectifié terre. Non, Madame la Présidente, si on commence à expliquer son vote sur l'amendement suivant, déjà on a perdu quand même beaucoup de temps, nous ne finirons jamais. Je demande à nouveau à mes collègues, c'est le 136 rectifié
C'est de rapprocher Midi-Pyrénées, Aquitaine. On n'est pas en train de parler pour l'instant, ça va être tout à l'heure, quand vous appellerez l'amendement, pour les explications de vote sur le rapprochement de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. C'est bien pour ça, Monsieur le Président, que je dis que nous sommes sur le 136 rectifié terre. Donc il n'y a plus de demande de parole, donc je vais mettre aux voix l'amendement 136 rectifié terre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous passons maintenant aux 3 amendements identiques, le 2 rectifié, le 48 et le 144. Donc, voilà. Monsieur Courteau a demandé la parole. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, merci Madame la Présidente. Je n'ai pas très bien compris les arguments formulés par Monsieur le rapporteur. Je pensais qu'il me donnerait davantage d'explications concernant la position de la commission spéciale. J'imagine que s'ils veulent séparer Languedoc-Roussillon de Midi-Pyrénées, c'est qu'il y a peut-être des arguments de fond que j'aurais bien aimé connaître. Franchement, moi je reviens à mon amendement. Que pèseraient nos régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées face à leurs grandes voisines, comme par exemple la Grande Catalogne, ou encore comme la région Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. Que pèserait le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées séparés face aux grandes régions européennes? N'y a-t-il pas là, quelque part, rupture d'équilibre? On nous dit que tout ne dépend pas de la taille des régions. Mais dire cela, c'est ignorer toutes les évolutions économiques, sociales, démographiques qui ont eu lieu depuis la création des régions. C'est ignorer les fortes évolutions des compétences des conseils régionaux, qui sont devenus de véritables échelons stratégiques et de planification dans le domaine de l'économie, de l'aménagement du territoire et des transports. N'est-il pas temps également d'adapter cette carte à l'Europe des régions? N'est-il pas temps pour ces régions dotées de compétences stratégiques présentes ou à venir de pouvoir rivaliser avec les autres régions d'Europe? N'est-il pas temps de transformer pour plusieurs décennies l'architecture territoriale de la République? Et qui peut contester que la fusion Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées additionnera les forces de ces 2 régions et donnera à ce nouveau territoire une réelle force de frappe? C'est une chance historique que cette union des régions du Midi de la France. Nos atouts géostratégiques réunis sont indéniables. Il s'agit ni plus ni moins de constituer un véritable carrefour, je l'ai dit, au cœur de l'arc méditerranéen. Voilà nos arguments. Il me semble peser davantage que ce que j'ai pu entendre de la part de Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, vous avez demandé la parole? Oui, Madame la Présidente, parce que Monsieur Courteau, en première lecture, la commission spéciale avait examiné avec attention ce problème. Et nous avions estimé qu'il y avait 2 métropoles, et que les 2 régions avaient une dimension suffisante pour ne pas fusionner. Ça paraissait quand même assez compliqué. Et en plus, notre excellent collègue, le président de la région, avait bien démontré ici que ce n'était pas forcément la meilleure idée. C'est pas du tout, on n'a pas du tout fait ça au doigt levé pour faire plaisir à qui que ce soit. On avait estimé que les 2 régions avaient une taille suffisante, même dans la nouvelle organisation, compte tenu du fait qu'elles avaient toutes les 2 des atouts, une métropole, et que les réunir poserait plus de problèmes que si on les laissait dans leur état. Comment? Non, mais parce que vous comprenez, quelquefois, on a dit, alors certains ont dit, on veut bien réunir 2 régions riches, mais on rejette les moins riches, etc. C'est quand même pas tout, c'était pas l'esprit du tout de la commission spéciale. Ça avait été voté très largement par la commission spéciale, je vous le rappelle, en première lecture, et donc nous avons confirmé ces choix. Je ne vois pas quels arguments nouveaux ont été apportés par vous-même et quelques autres pour le rapprochement pour la fusion de ces 2 régions. Voilà.
Monsieur le rapporteur a demandé la parole. Juste un mot pour rappeler qu'à l'occasion de ces débats, le précédent rapporteur en première lecture avait consulté les élus de ces territoires et que de cette consultation n'avait pas résulté de choix tranchés en faveur de l'un ou de l'autre. Et c'est à la faveur du débat qui a eu lieu en commission, et singulièrement de notre collègue Bourquin à l'époque, que la décision de la commission spéciale a été prise de maintenir les deux régions autonomes, si je puis me permettre cette expression. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Malherbe. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je vais pouvoir vous donner des arguments supplémentaires si toutefois vous les avez quelque peu oubliés. D'abord, effectivement, je ne parle pas en mon nom seul en tant que sénatrice, comme mes deux collègues précédents qui ont présenté les amendements, mais je parle au nom à la fois de l'ensemble des élus de la région qui ont voté à 65 pour et 1 contre la séparation de ces deux régions, donc ça veut dire qu'elles restent comme elles sont. Ça, c'est quand même un acte fort, c'est un vote, c'est la démocratie, c'est la résultante de la démocratie. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a aussi eu, de la part des habitants qui ont été sollicités par notre défunt collègue Christian Bourquin sur le site de la région, avec une grande majorité également d'habitants qui se sont mobilisés pour répondre au fait que la région devait rester seule. Bien évidemment, je ne reprends pas, ça a été dit, le fait qu'on ait 2 métropoles et que, bien sûr, on entend qu'il y a de la complémentarité. Pour autant, la complémentarité, ça ne fait pas forcément un bon mariage. Et quand on fait référence, excusez-moi, quand on fait référence à l'histoire, eh bien, moi, je préfère faire référence à la République de Rome plutôt qu'au comté de Toulouse, symbole de la royauté. Ici, nous sommes des élus de la République et je veux m'en référer à une autre République pour signifier justement la Via Domitia qui fait sens pour l'identité et la culture de la région Languedoc-Roussillon. J'entends aussi parfois, et même dans cet hémicycle, parler de la région Languedoc, ce qui exclut le Roussillon. Et quand une région se fonde en excluant une partie des siens, eh bien, il me semble qu'elle n'est pas digne non plus de la République. Ainsi, il est important pour moi de rappeler ici que c'est à la fois l'écho des habitants de la région Languedoc-Roussillon, à la fois de l'économie, puisque les acteurs sociaux et économiques se sont positionnés également. Et je ne prendrai que 2 exemples des difficultés concrètes rencontrées pour cette région potentielle. D'abord, la marque Sud de France, qui booste, je le rappelle, le commerce extérieur de la France à l'étranger, à l'international, à l'export, de façon importante, et qui est source d'emplois locaux, que ce soit au niveau agricole, au niveau viticole et au niveau du tourisme, sans oublier la logistique et le transport. Ça a du sens pour une région. Et c'est une région qui n'est pas seulement définie par sa démographie, elle est définie par son dynamisme, par le fait qu'elle attire. C'est une des régions de France qui attire le plus de nouveaux arrivants. Ça, c'est une dynamique et c'est à prendre en compte. Le deuxième exemple, ce sont, et ça fait partie des inquiétudes des habitants du Languedoc-Roussillon, la mobilité qui a été facilitée avec le train à 1 euro, qui est la grande sœur d'ailleurs ou le grand frère du bus à 1 euro du département des Pyrénées-Orientales. La mobilité facilitée, c'est aussi l'accès à l'emploi et c'est surtout un accès à plus de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Ça a du sens, vous savez, pour l'ensemble de nos concitoyens du Languedoc-Roussillon, d'avoir ces éléments comme marque. Avant de terminer, j'ai bien entendu certains arguments développés et je voudrais